numéro un peu spécial de Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire. Nous avons installé nos studios, comme chaque mois, au pôle de technologie médicale sur le campus Santé et Innovation de Saint-Étienne. Et aujourd'hui, il va être question d'une naissance après 2 ans de gestation, celle du projet Future Médecine. 3 lieux, des outils totalement innovants et des partenariats qui ouvrent grandes les portes de la recherche au service des patients. C'est Coup d'avance sur RCF. Vincent Augusto, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en génie industriel appliqué à la santé à l'École des Mines de Saint-Étienne. L'École des Mines qui est l'un des partenaires essentiels de ce projet. On connaissait justement avec l'École des Mines le projet Manufacture du futur qui est déjà bien dans les tuyaux, avec éventuellement peut-être un lieu qui lui sera attaché. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de ce lieu au campus Santé Innovation. Pourquoi est-ce qu'il fallait un lieu particulier, Vincent Augusto ? En fait, le concept de base de ce lieu, Future Medicine, c'est d'avoir en fait un espace ouvert et accessible à l'ensemble de la population et à l'ensemble de nos partenaires qui veulent travailler avec nous. La motivation de base, en fait, c'était d'arriver à avoir une propension à attirer vers nous des professionnels de santé, parce qu'on travaille dans la santé, bien sûr, mais aussi des industriels, des partenaires, des chercheurs, des collègues, et pourquoi pas même des citoyens qui pourraient venir dans ces espaces ouverts. On a appelé Future Medicine un Open Living Lab, donc on a fait des anglicismes, mais l'idée c'est d'avoir un espace ouvert et vivant, accessible à tous. Future Medicine, c'est un espace qu'on a voulu comme un espace ouvert, accessible à l'ensemble donc des personnes qui voudraient travailler avec nous, donc que ce soit des collègues enseignants-chercheurs, des industriels, des praticiens, parce qu'on a fait un espace pour la santé bien sûr, mais également, pourquoi pas, des citoyens, des patients qui voudraient en fait travailler avec nous sur de la conception, de l'expérimentation et de la fabrication de nouvelles technologies en santé. Alors, l'École des Mines, c'est déjà un lieu physique, au 158 ou 156, 158 Confortiel. Est-ce qu'il y avait aussi un besoin de place parce que ce projet, il va être habité? Donc, la motivation, c'est aussi une stratégie de lieu, c'est d'arriver à être à proximité du CHU de Saint-Étienne, donc de l'hôpital Nord, mais aussi de la fac de médecine, et donc de pouvoir en fait avoir de la synergie avec ces espaces-là, et notamment avec les personnes qui y travaillent, donc les praticiens, les services de soins, les urgences par exemple, avec lesquels on a développé des outils innovants pour le suivi de leur activité. Donc il y a vraiment une stratégie en fait de se trouver à l'endroit où on va fabriquer cette innovation pour la santé. Alors parlons de ce lieu qui est, avec les partenariats que vous avez évoqués, complètement unique en France. 3 lieux différents dans un espace qui comprend notamment un appartement. Qu'est-ce que c'est que cet appartement, Vincent Augusto ? Donc en fait, il s'agit du Living Lab qu'on a pensé avec notre partenaire EOVI AISIO, qui prend en fait la forme d'un appartement intelligent. L'idée, en fait, le choix qu'on a fait, c'est de s'orienter vers ce qu'on appelle la silver economy, c'est-à-dire s'adresser à des personnes âgées. Et donc le concept de base qu'on a voulu développer, c'est d'avoir un espace dans lequel on puisse tester des innovations qui sont dédiées aux personnes âgées, et en particulier les personnes âgées seules à domicile. Donc pour cela, on a voulu reproduire cet appartement, l'appartement d'une personne qui pourrait vivre seule chez elle, pour pouvoir non pas faire vivre une personne dedans, mais plutôt avoir un espace comme un atelier dans lequel on va pouvoir tester, améliorer et optimiser nos différentes innovations. Donc c'est un vrai faux appartement, une cuisine, une salle de bain, une chambre à coucher. Oui, donc c'est ça, c'est 60 mètres carrés avec 3 pièces finalement. Cuisine, salon, salle à manger, chambre et salle de bain. Donc il y a des choses qui marchent, d'autres qui sont factices, mais c'est juste pour reproduire l'environnement. Et notamment avec un espace entièrement reconfigurable avec des murs que l'on peut démonter ou remonter à d'autres endroits en fonction du besoin de la recherche que l'on va mener en fait. Et là, vous travaillez avec un partenaire, une entreprise de Saint-Bonnet-le-Château, les ateliers Bioforêt, qui sont des spécialistes du lit médical. Qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat ? Oui, alors ça c'est une histoire qui est assez révélatrice finalement de la logique de Future Medicine. Donc Atelier Bioforêt, en fait on les a invités pour penser avec nous le lit de demain, donc le lit du futur. Donc on a été en fait les invités pour faire des séances de co-création
dans l'espace MedTech Design, qui est l'un des 3 espaces de Future Medicine ouverts à l'extérieur. Et à la suite de ces séances-là, on a travaillé ici, on a travaillé également en EHPAD avec des personnes âgées. On a pu en fait concevoir avec eux, donc c'est plutôt eux qui ont fait le travail en fait d'ingénierie, les innovations qu'on a pensées ensemble en fait. Et aujourd'hui, ces innovations sont arrivées dans l'espace de l'appartement, donc dans le MedTech Lab, l'espace d'expérimentation. Et aujourd'hui, maintenant, on va continuer avec une thèse en collaboration avec AHF, l'école des mines, dans laquelle on va pouvoir prolonger cette expérience et aller vraiment vers le lit de demain, qui va non seulement être plus facile et plus confortable, mais aussi utile pour les praticiens pour suivre les personnes âgées qui vont l'utiliser. Ça veut dire qu'il sera ou qu'il est déjà connecté? Alors en partie, oui, donc il est connecté au niveau mécanique, c'est-à-dire qu'on peut le contrôler avec son téléphone par exemple, et demain en fait il va être connecté au niveau de la récolte d'informations de santé, donc notamment tout ce qui est rythme cardiaque, agitation pendant le sommeil, le poids de la personne et ainsi de suite, qui vont permettre en fait non pas de reconstituer on va dire un dossier médical, mais de nous orienter un petit peu sur les débuts de fragilité qui pourraient arriver sur la personne qui l'utilise, notamment des fragilités type Alzheimer ou autre. Alors on voit bien que vous êtes aussi tourné avec ce projet vers l'usager, vers le patient. Est-ce que cela signifie que des personnes âgées vont venir peut-être participer aux expériences qui sont faites dans cet espace Living Lab? Alors oui, ça a déjà été le cas en fait pour le livre justement. Donc à la phase de conception, on a eu des résidents d'EHPAD de Saint-Etienne qui sont venus penser avec nous les innovations. Et demain, pourquoi pas, on pourra inviter des personnes, en fait sur la base du volontariat, parce qu'il s'agit simplement de voir qui serait motivé pour nous aider, pour donner leur avis en fait tout simplement. Et donc on a des projets qui sont prévus notamment sur le lit intelligent comme on a parlé, mais aussi sur l'activité physique des seniors avec des appareils qui pourraient leur permettre de pratiquer un peu de sport en fait finalement dans leur chambre d'EHPAD, dans une résidence autonomie. Et donc pour cela en fait on va effectivement faire venir des personnes âgées, notamment grâce à notre partenariat avec la mutualité, qui sera un peu notre aide sur ce point-là. Alors, on a compris que sur ce lieu, ici, là, au Campus Santé et Innovation, il va y avoir cet appartement que vous appelez comment vous lui avez donné un nom? Alors, donc, le Living Lab s'appelle MedTech Lab. L'appartement, on lui a pas donné de nom encore, un appartement intelligent, effectivement connecté. Il va falloir qu'on se fixe sur quelque chose, effectivement. Parce que cela montre la façon dont vous concevez les choses. Les espaces que vous avez organisés ici sont liés à une démarche qui est la conception, qui est aussi l'expérimentation, et puis qui est bien sûr la fabrication. Alors, à part cet appartement, qu'est-ce que l'on peut trouver ici dans ce projet Future Médecine, Vincent Bustos? Alors les 3 espaces que vous venez de citer sont effectivement les espaces, comme je l'ai dit en introduction, qui sont ouverts. Donc on accueille tous les gens qui ont envie de travailler avec nous dans des espaces de design, d'expérimentation, de fabrication. En plus de cela, pour faire le lien finalement entre notre laboratoire, notre lieu de vie en tant que chercheur et ces espaces-là, on a créé en fait des démonstrateurs scientifiques, on en a 4 aujourd'hui, qui sont en fait pour nous un peu révélateurs des grandes thématiques de recherche en santé, en ingénierie de santé aujourd'hui, qui vont porter sur tout ce qui est nanoparticules, particules inhalées, donc avec tout ce qui est analyse de la pollution, par exemple, tout ce qui est médecine personnalisée et gestes chirurgicaux assistés, on va dire, par ordinateur. Le troisième qui va porter sur l'organisation des soins avec l'hôpital virtuel. On en parle beaucoup dans l'actualité avec les mouvements de grève dans les urgences pour des mauvaises conditions de travail. Donc là, on va améliorer tout cela grâce à cela. Et enfin, l'intelligence artificielle qui est maintenant incontournable, avec un laboratoire dans lequel on va se mettre dans la même mouvance que l'État, avec notamment des thématiques de regroupement de données de santé, avec le Health Data Hub par exemple au niveau de l'État, qui consiste à valoriser la donnée de santé qui dort dans les hôpitaux aujourd'hui. On a déjà eu l'occasion de parler ici par exemple de la gestion des urgences qui sont justement l'objet d'une recherche, d'une start-up d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu en quoi ça consiste? Parce qu'on sent bien qu'il y a tellement, j'allais dire, une urgence sur les urgences que vous allez être très attendu. En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, des leviers sur lesquels on peut agir, d'autres leviers sur lesquels on ne peut pas agir, malheureusement. Donc les leviers sur lesquels on ne peut pas agir, c'est forcément la disponibilité du personnel, c'est-à-dire aujourd'hui il y a une carence dans les personnes qui ont envie de travailler dans ces milieux d'urgence. Donc là c'est difficile à changer. Simplement par contre on peut avoir des leviers sur l'organisation. Et donc
permettre de donner envie aux personnes qui ont cette compétence de venir travailler dans des urgences, notamment dans des urgences d'hôpitaux publics en fait. Donc ce qu'on a développé pour cela, en fait, c'est ce qu'on exporte de l'industrie finalement, c'est une organisation qui va être pensée à l'avance et qui va être optimisée pour permettre de mieux prendre en charge le patient. L'optimisation de l'organisation, c'est pas seulement pour gagner de l'argent, ça peut le permettre aussi, mais c'est surtout en fait pour améliorer la fluidité en fait dans les parcours des personnes qui vont arriver aux urgences. Ça commence notamment par dire une personne qui doit aller aux urgences, peut-être qu'elle n'a pas forcément besoin d'y aller, elle a peut-être besoin d'autres recours que d'aller aux urgences. On doit peut-être repenser l'accès aux urgences. Une fois qu'on arrive dans le lieu, ça va être de se dire on a des filières rapides, des filières plutôt graves, des filières qui vont correspondre finalement au motif pour lequel la personne arrive aux urgences, que l'on va optimiser de manière séparée par exemple. Donc c'est tous ces outils-là en fait qu'on va essayer de tester, de développer, et donc notamment avec l'hôpital virtuel qui est en fait un ensemble d'outils informatiques, mais également d'outils technologiques comme la réalité virtuelle qui permettent en fait de se projeter dans une organisation de demain du service des urgences. Et là, comme je le disais, vous n'en êtes plus au stade de la recherche fondamentale. Il y a une start-up qui a pris ça en charge. Alors, pas une start-up, mais en fait, on a un démonstrateur, on va dire, réel qui fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, si vous allez au deuxième étage du bâtiment, vous avez en fait un outil qui en fait récolte les données d'arrivée des patients aux urgences à l'hôpital et qui permet en fait de suivre l'activité du service et de proposer en fait des optimisations pour améliorer le parcours de ces personnes-là aux urgentistes qui travaillent dans le service en fait. Donc on a vraiment un assistant, on va dire, intelligent qui permet de mieux piloter le service aujourd'hui, qu'on va pouvoir tester en manière industrielle très rapidement. Et là, actuellement, c'est déjà en place avec le service des urgences du CHU de Saint-Étienne? Alors, ça fonctionne. En tout cas, c'est en passe de l'être. On travaille avec eux pour le faire. Donc, on est en train de mettre en place le flux de données entre les deux, entre l'école des mines et le CHU. Et on a le docteur Vialon, le chef des urgences de Saint-Étienne, qui est de tout cœur avec nous pour essayer de mettre en place tout cela. En fait. Donc, cet été, à la rentrée, on pourra revenir et puis vous montrer tout ça. Vous êtes toujours dans l'émission Coup d'avance du magazine de l'innovation dans la Loire. Aujourd'hui, nous sommes au pôle des technologies médicales sur le campus santé et innovation de Saint-Étienne avec Vincent Augustin. Vous êtes enseignant-chercheur en génie industriel appliqué à la santé. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous, j'imagine, parce que ce projet sur lequel vous travaillez avec d'autres depuis 2 ans, Future Médecine, voit le jour avec des lieux physiques, des outils qui vont pouvoir être au service véritablement de l'usager. J'ai vu, vous avez parlé bien sûr des particules inhalées. J'ai vu dans le dossier de presse qu'il était question aussi du vapotage. De quelle façon vous vous intéressez à cette façon de faire qui devient une habitude de plus en plus partagée par nos concitoyens? Alors, les collègues qui travaillent sur ce domaine-là, donc tout ce qui est nanoparticules, aérosol thérapie, en fait, ont plusieurs axes de recherche. Donc, effectivement, il y a un intérêt pour la cigarette électronique, et notamment déterminer à quel point une cigarette électronique peut être toxique ou non, finalement, pour l'organisme. Et donc, dans l'actualité, on a beaucoup de choses qui parlent de cela. Et donc, en fait, ce qu'on s'attelle à démontrer, c'est de regarder quels sont les effets d'inhaler finalement des particules à l'échelle d'anoscopie, qui vont en fait s'infiltrer dans nos poumons et regarder si elles ont un effet néfaste ou pas par rapport à la cigarette. Donc là, c'est moins ma spécialité, donc je ne pourrais pas trop vous révéler le résultat. Mais ce que je peux vous dire actuellement, c'est ce qu'on pense, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas de zéro toxicité, mais on peut dire que la cigarette électronique est 1000 fois moins toxique qu'une cigarette normale. Donc ça, c'est un aspect on va dire, de la recherche. L'autre aspect, ça va être tout ce qui est thérapie, et notamment comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette technologie qui est la cigarette électronique pour mieux soigner. Donc par exemple, pour se dire, au lieu de mettre du tabac, on va remplacer par un procédé thérapeutique, un médicament par exemple, qui va permettre de soigner un asthme ou autre chose. Et donc là, ça va être la deuxième partie de recherche dans ce domaine-là, sur comment est-ce qu'on peut mettre en place des outils qui sont plus efficaces pour soigner des malades de maladies respiratoires. Ce lieu donc, qui permet à tous ces partenaires que vous avez évoqués en commençant, l'école des mines, le CHU, la fac de médecine et par exemple aussi la mutualité, c'est un concept, en tout cas c'est une réalité unique en France. Alors oui, enfin pour le coup, je
pense que ce lieu physique, même le regroupement et cette collaboration, on peu ou pas d'exemples finalement en France. Déjà en fait cette innovation de regrouper sur un seul lieu un campus avec une fac, une école d'ingénieurs et un CHU, quand il a été construit, c'était le seul, et même à l'heure actuelle, il y a des idées qui naissent, on va dire, ailleurs, mais qui n'ont pas été reproduites. Donc oui, effectivement, c'est pour le coup unique, et on voit déjà des bénéfices avec des projets. On inaugure aujourd'hui, on a déjà des projets qui ont commencé, alors qu'on n'avait pas terminé de tout construire. Pour le coup, il y a une vraie envie d'aller dans cette direction. Ouais. Ça crée une émulation et des facilités de partager les idées, bien sûr. Oui, et puis on le voit très bien dans l'un des espaces sur le design, où là, effectivement, on met en œuvre une approche de co-création qu'on n'a pas inventée, qui vient des États-Unis, notamment avec les Stanford, où justement on met l'utilisateur au centre de la réflexion, création dès le début de la boucle. Et donc on l'a vu sur le livre qu'on a créé ensemble, c'est-à-dire les gens déjà sont fiers et heureux en fait qu'on leur demande leur avis, et de pouvoir justement développer ces approches-là avec des ingénieurs, avec des médecins, avec des aides-soignants, voilà, toute cette émulation est vraiment bénéfique et on en voit les retombées assez rapidement. Donc c'est vraiment des choses qui fonctionnent très bien. Donc ce lit intelligent, une innovation qui va être mise à disposition du public bientôt finalement. Alors oui, alors pour le coup, dès septembre à la Cité des Aînés, donc la nouvelle résidence autonomie et EHPAD à Saint-Étienne, de la mutualité, vous aurez en fait des premiers lits qui ont été pensés suite à ces séances-là qui vont être installés en fait. Donc il y aura quelques personnes âgées chanceuses qui pourront les utiliser. Ouais. Ces lits qui sont, ce lit entre autres, mais ces objets, ces démarches qui sont issues de recherches très pointues, permises parmi ces partenariats, est-ce que ce sont des choses qui vont être accessibles un jour aux particuliers? Eh bien pour le coup, le lit, oui. Enfin, maintenant, comme je voulais dire, avant la fin de l'année, on aura des lits qui seront installés. On a d'autres innovations qui vont être également accessibles, notamment on travaille aussi sur tout ce qui est la détection de la fragilité à domicile et suivi de l'activité. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à avoir des choses qui seront utilisables d'ici 2 ans, a priori. Donc on pourra, par exemple, toute personne qui serait dans le besoin d'avoir une surveillance à domicile, pourrait installer chez lui ces appareils-là. Donc on est vraiment, et c'est là vraiment l'essence de cette plateforme-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le développement d'outils de recherche qui vont être pensés et qui vont aller très vite vers le terrain. Donc c'est-à-dire qu'on essaie de raccourcir le plus possible le temps entre l'idée qui va naître et son utilisation sur le terrain. L'école des mines, c'est toujours associé à l'industrie, à tout ce qui est manufacturé. Là, on est sur un autre type de projet, en tout cas un autre domaine. Mais ce qui reste du côté fabrication, manufacture, ça vous concerne toujours? Oui, alors du coup ça permet d'aborder le troisième espace, tout ce qui est fabrication additive. Justement, la fabrication additive, c'est une des essences de l'école des mines, avec des chercheurs très renommés dans ce domaine-là. Et en fait, dans le centre d'ingénierie santé, l'idée c'est d'adapter cette technique au vivant, et notamment par tout ce qui est technique de reconstitution osseuse à partir de poudre. Et donc là, c'est vraiment l'exemple parfait de se dire on va utiliser l'expertise que l'on avait en chimie, en procédés, en mécanique, et on va l'appliquer au domaine de la santé en utilisant des procédés adaptés qui vont permettre d'aider à mieux soigner les patients. On rappelle que la fabrication additive, c'est le fait de... C'est un peu ce qu'on appelle pour faire court, même si ce n'est pas exactement le terme, je crois, l'impression 3D. Oui, ça en fait partie, oui, c'est ça. On peut le résumer de cette manière-là. Voilà, donc là, reconstituer des ongles, et ça c'est disponible aussi, ici, sur ce lieu, sur le collège médical, en plus santé innovation. Voilà, donc l'intérêt en fait, c'est que contrairement à un laboratoire classique, on a des appareils qui permettent une production entre guillemets industrielle. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut recevoir un industriel ou un prestataire, enfin quelqu'un avec qui on va collaborer, qui a envie en fait de développer ces techniques-là, et on peut répondre à sa demande avec les outils qu'on a chez nous. Donc on est capable de se dire, à partir d'un examen, d'un IRM d'un patient, je suis capable de reconstituer la partie d'os qui va manquer et de pouvoir l'implanter demain chez ce patient. Voilà, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas que des chercheurs, des ingénieurs, des médecins, il y a aussi des techniciens
à même de faire ces fabrications que vous évoquez. Oui, et puis même heureusement qu'ils sont là parce que finalement, sans toute cette gamme de compétences, finalement, on ne pourrait pas arriver à mettre en œuvre tout cela. Parce que comme vous l'avez dit, finalement, un laboratoire de recherche, c'est avant tout les enseignants-chercheurs et les doctorants, mais il nous faut aussi finalement toute cette gamme, tous ces ingénieurs, finalement, tous ces techniciens qui vont nous permettre d'arriver à mettre en œuvre toutes ces technologies. On arrive à la fin de l'émission, voici Augusto. On a l'impression, en vous entendant, qu'on est déjà dans le futur, que ces innovations sont à portée de main pour que les humains, notamment peut-être bien les plus fragiles, puissent aller mieux. Comment est-ce que vous vivez cette réussite déjà? C'est une question difficile. En fait, déjà, c'est un sentiment de satisfaction de se dire que dans notre métier, en fait, on fait des articles en fait, essentiellement au public et on essaie de mettre en œuvre, de montrer que c'est possible. Et souvent, on ne voit pas le bout de la chaîne en fait. Et donc là, d'arriver à avoir déjà d'inscrire en fait, des aides, des financements qui permettent de mettre en œuvre ces espaces-là et qui vont permettre de concrétiser cela, c'est vrai que c'est une chance déjà d'avoir des gens qui nous ont fait confiance. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose, un sentiment de fierté finalement d'arriver à avoir cette mise en œuvre concrète de certains de nos produits de recherche. Merci Augusto, merci. Merci à Roselyne Rousset et au Saint-Philippe de leur accueil comme tous les mois.